Alors, nous abordons maintenant un vaste sujet qui est celui de la France moderne. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est donc la France au temps moderne, ce n'est pas la France actuelle. Sinon, j'aurais dit la France contemporaine. Alors, cette France moderne couvre en fait une période qui s'étend de la fin du XVe siècle jusqu'à la veille de la Révolution française, donc en 1789, donc fin du XVIIIe siècle. Donc, tel est le champ chronologique dans lequel va s'inscrire la leçon d'aujourd'hui. Alors, je vais suivre les grands thèmes de manière chronologique. Ça va? Alors, le premier, on va commencer par le XVIe siècle. Je crois que c'est le plus simple parce que les faits s'enchaînent. Il n'est pas possible de comprendre l'évolution des institutions si on ne part pas du début pour aller jusqu'à la fin. Ça paraît tout à fait cohérent. Alors, au XVIe siècle, ou plutôt à la fin du XVe siècle, un petit peu plus tôt, je vous rappelle que la France sort de la guerre de 100 ans. Plus exactement, au milieu, en 1456, elle quitte, c'est la fin de la guerre de 100 ans. La France avait combattu contre l'Angleterre. Donc l'Anglais avait été bouté hors de France, mais il restait toute une série de grands fiefs qui n'étaient pas rentrés sous le giron de la couronne de France. Alors c'est à l'époque de Louis XI, de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, donc des souverains qui règnent dans la deuxième moitié du XVe siècle et dans la première moitié du XVIe siècle, que toute une série de grands fiefs vont retourner sous la direction effective et non plus théorique du roi de France. Parmi ces territoires, il y en a que le roi de France, Louis XI, va récupérer à la suite de la défaite de Charles le Téméraire, qui était duc de Bourgogne. Et il va récupérer la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Artois, la Picardie, territoires d'ailleurs qui vont encore voyager entre le royaume de France et les successeurs des ducs de Bourgogne qui sont les Habsbourg. Charles VIII et son fils, et non pas son fils, son cousin plutôt, Louis XII, vont permettre au royaume de France de récupérer encore d'autres territoires. Charles VIII, lui, va se lancer dans des expéditions en Italie, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Maintenant, en tout cas, Louis XII va faire entrer le duché d'Orléans dans le royaume de France. François Ier, qui était comte d'Angoulême, va faire entrer donc ce même comté donc directement sous la couronne de France. Plus tard, le fils de François Ier, comment dirais-je, Henri II, va faire entrer encore des territoires qui se trouvent en Lorraine, ce que l'on appelle les Trois Évêchés. Bon. Alors maintenant, on va voir que, concrètement, après que le royaume de France soit enfin arrivé à son unification, donc dans la première moitié du XVIe siècle, c'est bien plus tard qu'il y aura encore quelques territoires qui vont s'ajouter au XIXe siècle, à l'époque de Napoléon III, le comté de Nice, et la Savoie en particulier, mais pour le reste, on peut dire qu'en gros, la France a ses frontières au milieu du XVIe siècle, ses frontières actuelles. En gros, je dis, il y aura encore des conquêtes à l'époque de Louis XIV. En gros, je dis. Alors, se met en place à ce moment-là, bien qu'il s'agisse d'une une tradition qui s'est mise en place déjà pratiquement depuis Philippe le Bel, et on peut même remonter plus haut si vous voulez, c'est-à-dire donc quand je parle de Philippe le Bel, je parle du tournant du XIIIe et du XIVe siècle, une tradition qui est celle de la monarchie absolue. Alors on va voir effectivement quelles sont les caractéristiques de cette monarchie absolue.
Dans le terme monarchie absolue, dans les termes monarchie absolue, vous avez deux termes. Le terme monarque, qui veut dire celui qui dirige seul, et absolu, celui qui n'est lié par rien d'autre que par son propre pouvoir. Absolu. Dans absoluta, ab en latin ça veut dire hors de, soluta, ça vient de solere, c'est ce que c'est qu'une solution également. Donc absolu ça veut dire délié, donc c'est une monarchie déliée, à l'inverse d'une monarchie par exemple constitutionnelle ou parlementaire qui elle est liée à un contrat avec les gouvernés. Alors, quelles sont les caractéristiques qui se mettent en place donc au XVIe siècle? Il y a tout d'abord le fait que la noblesse ne peut plus exercer l'autorité qu'elle exerçait jusqu'à la fin du Moyen-Âge et qui était de nature féodale. Autrement dit, le roi au Moyen-Âge n'était rien d'autre que le sommet d'une pyramide, alors qu'à partir du XVIe siècle, il n'est pas le sommet d'une pyramide féodale, puisque la féodalité a disparu, en particulier, je dirais, au moment de la guerre de 100 ans, ça n'a l'air de rien, mais c'était un des aspects positifs, à la fois pour le roi de France et pour le roi d'Angleterre, c'est que la féodalité était comme ça, quand même, plus qu'ébréchée à ce moment-là. D'une part, les nobles donc, ont appris à courber la tête, des fiefs, des grands fiefs ont été confisqués, en particulier celui d'Antoine de Bourbon, le connétable de France, qui avait trahi. Voilà du côté de la noblesse. Du côté du clergé, le haut clergé se soumet au roi de France. D'autant plus qu'à la suite d'un accord avec le pape Léon X, avec le Vatican, le roi de France, François Ier, obtient la nomination des évêques en 1516 lors du concordat de Bologne. Du côté des villes, maintenant. Les villes, elles aussi, alors qu'au Moyen-Âge, elles étaient parvenues bien souvent à être pratiquement autonomes, en tout cas de leur prince territorial, et espéraient pouvoir le rester du côté de la royauté, eh bien les villes vont se soumettre sans broncher chaque fois que le souverain, que le monarque, veut les imposer et demande des impôts. Autrement dit, les États généraux qui avaient été réunis encore pendant la minorité du fils de Louis XI, Charles VIII, eh bien ces États généraux ne seront plus réunis, et quand ils le seront nouveau dans la deuxième moitié du XVIe siècle, jusqu'en 1614, qui date de la dernière réunion des États généraux, pendant 175 ans jusqu'à la Révolution française en 1789, eh bien, ces États généraux qui regroupent les représentants du clergé, du haut clergé, de la noblesse et du tiers-État, c'est-à-dire des bonnes villes en gros, eh bien, ces États généraux ne vont plus rouspéter, ils ne vont plus en profiter pour faire des remontrances, en tout cas à l'époque de François Ier, dans la première moitié du XVIe siècle. Au contraire, on va voir que les villes vont être des soutiens de la royauté face aux aristocrates, face aux grands féodaux. Donc il va y avoir une sorte de collusion, je dirais, entre les villes et d'autre part la royauté. Ces impôts qui étaient demandés aux villes, on les appelle les aides. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être de ce terme féodal. Dans le contrat féodo-vassalique, il était prévu que le suzerain puisse demander conseil et aide à ses vassaux. Donc c'était concilium et auxilium. Auxilium, ça voulait dire aide.
Donc les aides, c'était les subsides que les villes devaient verser au roi pour ses dépenses. Alors les dépenses, pourquoi? Il y a tout d'abord les dépenses de l'armée. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, dans la plus grande partie du Moyen-Âge, c'est le système féodo-vassalique qui permettait, par un jeu, comment dirais-je, de cascade, au roi de disposer de troupes. Il demandait à ses vassaux, qui demandaient à leurs arrière-vassaux d'avoir des troupes. Et donc, les armées étaient constituées comme ça, je dirais, de clientèle qui permettait au roi d'avoir une armée. À partir de la fin du XVe siècle et par la suite, les soldats vont être, comme le nom l'indique, payés, puisque soldat vient du terme solde. Donc on va parler de soldats. Autrement dit, ce sont des mercenaires. Il faudra attendre la Révolution française pour qu'il y ait conscription, c'est-à-dire pour qu'il y ait service militaire obligatoire non rémunéré. Donc ça va, vous voyez les trois étapes. Première étape, au Moyen-Âge, les militaires rentrent en guerre parce que c'est leur devoir dans le cadre du contrat féodo-vassalique, ils doivent aide à leur suzerain. Ensuite, deuxième étape, au temps moderne, les militaires sont payés, deviennent des soldats, ce sont des mercenaires. Alors quand je dis des mercenaires, ce sont des mercenaires qui pouvaient être français dans le royaume de France, mais le roi de France pouvait faire appel à des soldats d'origine étrangère. Il y avait une population qui était spécialisée pour fournir des troupes, c'était les Suisses. Et c'est à partir du XVIe siècle, justement, que les troupes du Vatican vont être constituées de Suisses, de gardes suisses. Et alors, dernière étape, je vous ai dit, à partir de la Révolution française, là, il y a la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire et gratuit. C'est-à-dire que l'État ne doit plus payer ses troupes, puisqu'il y a un service militaire d'une durée variable. Il a été supprimé en France, en Belgique, en particulier depuis pratiquement la chute du mur de Berlin, quelques années après. En France, c'est Chirac qui l'a supprimé, en Belgique, je ne sais plus très bien qui. Mais en tout cas, il n'y a plus de service militaire obligatoire. Maintenant, ce sont des soldats de carrière, des militaires de carrière. L'armée belge, pratiquement 40 000 hommes pour l'instant, mais ça n'a plus rien à voir avec les chiffres de l'armée belge jusqu'à l'époque du service militaire obligatoire. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. On est donc à la quatrième étape, si vous voulez. Alors, mercenaires, pourquoi? Parce que, en fait, les temps modernes, comme déjà le Moyen-Âge, est en fait une période de guerre, et de guerre incessante entre souverains pour acquérir des territoires. Les temps modernes, c'est l'époque où vont se fixer toute une série de frontières. Par exemple, pour notre territoire belge, il faut savoir que la frontière sud de la Belgique s'est fixée à l'époque de Louis XIV. Jusqu'à l'époque de Louis XIV, le nord de la France faisait partie des Pays-Bas espagnols. Donc quand vous étiez à Lille, vous étiez entre guillemets en Belgique, vous étiez dans les Pays-Bas espagnols. Quand vous étiez dans le Hainaut, quand vous étiez à Valenciennes, vous étiez en Belgique entre guillemets, vous n'étiez pas en France. Vous devez vous dire que le Hainaut était 2 fois plus grand qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Il y avait le Hainaut, que nous appelons maintenant belge, et le Hainaut français, la région de Valenciennes. La Flandre, il y avait bien entendu le comté de Flandre, qui était beaucoup plus important que la province de Flandre orientale à l'heure actuelle, puisque c'était là que se trouvait la capitale du comté de Flandre, c'était Gand. Eh bien, le comte de Flandre, il possédait un territoire qui correspond grosso modo à la province de Flandre orientale, à la province de Flandre occidentale, avec Bruges et Ypres, et à ce qu'on appelait à l'époque la Flandre gallicante, c'est-à-dire tout le nord de la France, Lille, Douai, Orchy. On était, à ce moment-là, flamands. La moitié, une bonne partie en tout cas, des Flamands étaient francophones. Ça va? Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Les Lillois sont des Flamands, en fait.
Les ch'tis, ce sont des flamands, ça va, même s'ils parlent français. Voilà. Et d'ailleurs, pensez à une ville qui se trouve tout à fait sur la côte en France, Dunkerque, c'est français, mais on voit bien que Dunkerque, ça sonne plutôt flamand, non? Ça veut dire l'église des dunes. On est bien d'accord. Pourtant, c'est en France, Dunkerque. Voilà. Et en France, il y a des petits villages du côté de la frontière belge où tous les noms des villages seront des noms vraiment flamands, parce que là, c'était vraiment des flamands qui résidaient là. Il y avait les flamands, et puis il y avait les flamands, enfin les néerlandophones, si je puis dire, parce que les néerlandophones, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne parlait pas le néerlandais à l'époque, hein. On parlait des dialectes. Et puis alors, il y avait les Français comment dirais-je, les flamands qui parlaient français, qu'on parlait picard. Dans la région de Tournai, on parle encore de la Wallonie picarde. Hein, on parlait le picard dans cette région-là. Voilà. Bon, alors je reviens à mon point de départ. Hein. J'étais en train donc de vous parler des villes, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Hein, vous parlez des villes. Voilà, des mercenaires surtout, des mercenaires. C'était ça le point de départ de ce que je voulais vous dire. Alors dans la deuxième moitié, maintenant, du XVIe siècle, donc la première moitié est plutôt à l'avantage de la monarchie française. Le territoire a été unifié par différents souverains successifs qui ont agrandi le territoire. J'ai même oublié de vous parler de l'acquisition de la Bretagne, hein, aussi au tournant du XVe et du XVIe siècle. Maintenant, on passe à la deuxième moitié. Alors la deuxième moitié du XVIe siècle, ça se passe beaucoup plus mal pour la monarchie française. Pourquoi? Parce que c'est l'époque des guerres de religion. Pendant plus de 35 ans, la France va être mise à feu et à sang. C'est également le cas de nos régions à la même époque. Hein. Il y a la réforme luthérienne, la réforme calviniste. En France, dans les territoires du Royaume de France de l'époque, c'est la réforme calviniste qui va faire des ravages du point de vue du catholicisme. Évidemment, c'est une question, ça dépend du point de vue où on se place. Calvin, je vous en ai parlé précédemment, c'est donc un réformateur français qui est né en Picardie et qui va élaborer, ou plutôt approfondir la théorie, la doctrine de Luther, en la radicalisant. Le problème, c'est que la proportion des calvinistes en France va être relativement faible. Mais les calvinistes, on va les trouver en grande partie parmi les décideurs. Alors, les calvinistes, c'est peut-être entre 5 et 10% maximum à l'époque. Donc c'est peu de choses par rapport à la grande masse des catholiques. Oui, mais près de 50% de la noblesse adhère au protestantisme en France, je dis bien. On ne parle pas d'Allemagne ici, hein, là on le sait. Et donc c'est justement ce poids de cette noblesse qui va faire que, par le jeu des clientèles de type féodo-vassalique, eh bien, il y a vraiment deux clans, deux armées qui vont être face à face. Henri II parvient encore à juguler la réforme, mais ses fils, qui sont relativement jeunes lorsqu'ils montent sur le trône, eux vont avoir beaucoup plus de difficultés. Il y aura tout d'abord François II, qui va régner peu de temps, était vraiment très jeune, ensuite son frère Charles IX, et enfin le troisième Henri III. Ce sont donc les trois fils d'Henri II, mais surtout de leur mère Catherine de Médicis. Alors Catherine de Médicis, qui a une réputation sulfureuse, hein, même d'empoisonneuse, enfin vous savez, de florentine, hein, et donc qui avait des pratiques qui ressemblaient davantage surtout à celles de Machiavel, hein, qui était aussi un Italien, qui en 1513 avait publié Il Principe, hein, le prince, hein, ouvrage dans lequel il défendait la théorie que c'était la raison d'État qui, en dernier lieu, devait toujours prévaloir dans les décisions qui étaient prises par un chef d'État, par un souverain. Et elle-même, elle est catholique, ses fils sont catholiques, mais elle va mener un subtil jeu d'équilibre, de balance entre les protestants et les catholiques.
Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Vous devez vous dire que d'un côté, vous avez les ducs de Guise, et les Guises en général, parce qu'il n'y avait pas seulement Henri duc de Guise, il y avait aussi le cardinal de Lorraine qui était un Guise. Hein. D'une part, les Guises qui sont les chefs des catholiques, mais des catholiques ultra, ce qu'on appelle la Ligue catholique. Et en face, vous avez ceux que l'on appelait à l'époque en France, donc les Huguenots. Les Huguenots, ce sont des calvinistes. Mais en France, les calvinistes, on les appelle des Huguenots. Et Huguenot, c'est un mot qui viendrait d'un mot allemand. Vous savez que les Français prononcent très mal les langues étrangères. Hein, je ne vous apprends rien. Écoutez un président de la République française, quel qu'il soit, parler anglais, et vous aurez vite compris. Hein, si vous avez déjà entendu parler, enfin des extraits du général de Gaulle ou même Sarkozy, on ne l'entend pas, heureusement, sans doute. Hein, ils ont un accent épouvantable, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Et donc, le mot Huguenot viendrait d'un mot allemand qui est Eidgenossen. Eid, ça veut dire le serment en allemand, Eid. Et Genossen, ça veut dire les compagnons. Donc, les compagnons du serment, ça veut dire les confédérés. Ceux qui sont liés ensemble par un serment. Oui, le mot fédéré vient d'un mot latin, fedus, hein, qui veut dire traité. Hein, voilà. Donc, en fait, ça veut dire les confédérés. Oui, en un mot, hein, bien entendu. Hein. Ça va? Et donc, les Huguenots ont à leur tête, eux, des princes du sang. Alors, ce qu'on appelle les princes du sang, ce sont des membres de la famille du roi, des cousins très très éloignés, bien entendu, puisqu'ils descendent du 7e fils de Saint-Louis, vous imaginez, donc on doit monter au milieu du XIIIe siècle pour retrouver une ascendance royale, mais enfin ils ont du sang royal. C'est d'une part Antoine de Bourbon et son frère Louis de Condé. Voilà. Et bien entendu, il y a encore un autre personnage qui est Henri de Navarre, qui est également un Bourbon. Ce sont tous les trois des Bourbons. Hein, ce sont tous les trois des Bourbons. Alors, Henri de Navarre, à ce moment-là, il est roi de Navarre. Dans la titulature, il est Henri III de Navarre. Il deviendra Henri IV de France. Et donc, il y a deux Henri III qui vivent en même temps à ce moment-là. Il y a le roi Henri III de France, qui est un Valois, et il y a le Henri III de Navarre, qui est roi de Navarre. C'est un petit royaume qui se trouve à hauteur des Pyrénées, dans la partie occidentale des Pyrénées, donc pas loin d'Andorre, si vous voulez. C'est la région à côté de la région du Béarn aussi, puisqu'on appelle Henri le Béarnais aussi. Voilà. Et donc, Henri III, à ce moment-là, et comment dirais-je, les personnages dont je vous ai parlé il y a quelques instants, Condé, et puis le père d'Henri III, donc Antoine de Bourbon, vont donc se battre contre les catholiques. Les Guises vont commettre, comment dirais-je, des assassinats collectifs des protestants. Il y a les massacres de Vassy en 1562, mais il va y avoir surtout la fameuse nuit du 24 août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Plus de 3000 morts à Paris, et si l'on compte tous les protestants qui ont été assassinés en France, près de 6000. Voilà. Donc, vous avez peut-être vu le film La Reine Margot avec Isabelle Adjani, tiré du roman d'Alexandre Dumas. Alors là, on voit que c'est assez sanglant. Hein. Christian Perret, ça avait vu ce film peut-être. Donc, c'est très sanglant, hein, cette Saint-Barthélemy. Voilà. L'amiral de Coligny va, entre autres, qui était un des chefs du parti protestant, va, entre autres, être assassiné à ce moment-là. Donc, je vous ai dit que Catherine de Médicis et ses deux fils, donc les deux derniers, donc Charles IX et Henri III, vont jouer un jeu de balance. Finalement, Henri III va décider l'assassinat de son rival Henri de Guise. Oui, encore Henri, hein, c'est pour ça qu'on a parlé de la guerre des trois Henri. Il y avait Henri III de France, Henri III de Navarre et Henri de Guise, le duc de Guise, la guerre des trois Henri. Il fait assassiner le chef du parti catholique, lui-même est assassiné un an plus tard, en 1589, à moins de Jacques Clément. Hein, le roi lui-même est assassiné, ce qui ouvre évidemment le champ libre pour Henri III de Navarre, qui devient roi de France, parce que c'était le parent le plus proche, le parent mâle le plus proche
d'Henri III, même s'il fallait monter 3 siècles, hein, pratiquement 3 siècles, 2 siècles et demi, oui 3 siècles, hein, il fallait remonter jusqu'au milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire à Robert de Clermont, qui était le 7e fils de Louis IX, pour, comment dirais-je, dans l'arbre généalogique, pour effectivement retrouver son ascendance. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'Henri IV, c'est un protestant. Il se trouve à la tête d'un royaume qui est catholique. Alors, il va inaugurer, je dirais, une politique, en tout cas un discours, que l'on entend toujours chez les chefs de l'État français à l'heure actuelle, l'idée de rassembler. Si vous entendez tous les présidents de la République ou tous les premiers ministres français, que ce soit Charles de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, Mitterrand, hein, ou Sarkozy, maintenant c'est surtout Fillon hein, qui parle à sa place, comme vous savez, c'est la voix de son maître, hein, c'est toujours, il s'agit de rassembler. Il faut rassembler. Rassembler, c'est surtout dire ah, ben, il faut effectivement voter pour nous parce que sinon c'est la guerre civile en France. C'est sous-entendu. Hein, ce qui se cache derrière ce type de discours lénifiant. Voilà. Et donc Henri IV, ben, il va devoir très rapidement adhérer à la religion du plus grand nombre de ses sujets. On ne parle pas de citoyens avant la Révolution française. Hein, ne faites jamais évidemment le lapsus ou la faute. Si je le fais, c'est un lapsus. Mais la faute, certainement pas. Ce sont bien des sujets du roi, puisqu'en 1789, on est citoyens à partir de 1789. Et donc, vous connaissez certainement la phrase célèbre, Paris vaut bien une messe. Donc, Henri IV se convertit au catholicisme pour des raisons purement politiques. Mais vous pensez bien que ces anciens co-religionnaires, donc les protestants, ben, pensent que ce n'est pas une vraie trahison, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas le choix sur le plan politique, et ils pensent bien évidemment que Henri IV ne va pas être un roi de la contre-réforme, se bagarrant contre les protestants, et que ce ne sera pas l'équivalent de Philippe II, qui est son contemporain à ce moment-là. Non, on pense bien que non, hein, ça a été quand même il a combattu à leur côté. Et effectivement, c'est ainsi qu'en 1598, Henri IV va promulguer quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire en son temps, hein, un édit de tolérance. Il y avait déjà eu des compromis avant, hein, pendant les 30 ans qui précédaient. Mais là, il s'agit vraiment, c'était toujours instable, puisqu'on recommençait, la guerre recommençait sans arrêt. Tandis qu'avec l'édit de Nantes, hein, Nantes en Bretagne, hein, de 1598, les protestants et les catholiques vont pouvoir, au moins théoriquement, vivre ensemble dans le royaume de France. Alors, il y a 3 clauses importantes dans cet édit de Nantes. La première, c'est tout d'abord que les protestants pourront exercer librement leur culte, sans devoir se cacher, sans risquer des persécutions. Ils auront donc des temples, parce que c'est le terme qu'on utilise pour les lieux de culte et pour les protestants, hein, qui seront, voilà, qui auront pignon sur rue, ça c'est de 1. 2, alors là, c'était introduire le ver dans la pomme, dans le fruit, c'est qu'ils vont pouvoir disposer de places de sûreté, autrement dit des forteresses en France, hein, qui leur servent de places de sûreté, véritablement, hein, si jamais ils sont attaqués par les catholiques. Mais vous voyez que là, ça n'a pas vraiment dans le sens de la monarchie absolue, parce qu'il se fait qu'Henri IV, lui, c'est un ancien protestant, donc il n'avait pas grand-chose à craindre des protestants, mais dans une logique qui est celle de l'absolutisme du XVIe au XVIIIe siècle, c'est créer un État dans l'État. Imaginez qu'à Bruxelles, eh bien, à la suite d'un compromis ministériel, hein, on décide que certaines communes de Bruxelles, de Charleroi ou de Liège soient réservées aux musulmans. Donc, qu'ils puissent établir là une enceinte et qu'ils puissent s'y réfugier, que ce soit uniquement leur propre police, hein, qui gère les problèmes dans ces communes-là. Vous imaginez que hein, ce n'est pas acceptable quand on veut posséder tous les pouvoirs régaliens, les pouvoirs de l'État entre ses mains. Vous avez des gens qui peuvent fomenter des révoltes, des complots, tout ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer qu'ils vont le faire, même si ce n'était peut-être pas leur intention. Enfin, ce n'est pas normal. Donc, c'est l'État central
tente à s'établir à ce moment-là, mais doit effectivement faire des concessions. Et alors il y a la troisième clause. La troisième clause, c'est que les calvinistes, les protestants, pourront exercer tous les emplois publics. Donc ils pourront être fonctionnaires. Alors pour l'époque, à l'heure actuelle, ça me paraît d'une banalité extrême, mais c'est vers 1600, nous sommes un peu plus de 2000, on a un peu plus de 2000. Donc il y a 400 ans déjà que un édit prévoit que quelle que soit votre croyance, que vous soyez catholique ou protestant, on ne parle pas des juifs, on ne parle pas des musulmans à cette époque-là, mais en tout cas, que d'autres que ceux qui ont la religion officielle de l'État, parce que le catholicisme est la religion officielle de l'État, il y a une religion officielle. C'est, par exemple, dans notre pays, la laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution, mais la religion catholique n'est pas la religion officielle, il n'y a pas de religion officielle en Belgique. En France, encore moins, parce que là, c'est tout à fait clair, c'est dans la Constitution, c'est dans l'article 2, que c'est un État laïque. En Belgique, ce n'est pas mis dans la Constitution, mais de fait, on a un régime de concordat, on n'a pas un régime de séparation de l'Église et de l'État. Enfin, il n'y a pas de religion officielle. Il y a plusieurs cultes qui sont reconnus et subsidiés. Je crois que c'est 6 à l'heure actuelle, peut-être même 7, enfin, avec les courants philosophiques non confessionnels. Voilà. Très important, autrement dit, vous pouvez être trésorier, vous pouvez rentrer dans l'armée et accéder à un grade d'officier. Vous pouvez être ministre, c'est le cas du Premier ministre, si je puis dire, même s'il n'a pas ce titre-là, du principal ministre d'Henri IV, qui s'appelle Sully Prudhomme, qui va d'ailleurs réorganiser les finances du Royaume de France à ce moment-là. Voilà. Donc c'est quand même une grande révolution mentale, révolution politique d'abord, mais mentalement, vous imaginez. Ceci dit, les successeurs d'Henri IV ont s'échiné, eux et leur Premier ministre, à rogner tous ces droits, comme on va le voir un peu plus tard. Voilà. Alors, je réfléchis si j'ai encore des choses à vous dire. Oui, je vous ai dit, moi, l'histoire de la politique étrangère, je ne compte pas tellement m'y attarder aujourd'hui. Je pourrais le faire. Allez, je vais le faire mais de manière extrêmement brève, parce que sinon je ne parviendrai jamais à terminer mon propos aujourd'hui, parce que la matière est vaste. Retenez simplement que à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, il y a des conflits entre les rois de France et d'autre part les Habsbourg concernant l'Italie. Pourquoi? Parce que ce soit Charles VIII ou Louis XII, ont mené des expéditions dans le duché de Milan, dans le royaume de Naples, pour récupérer en fait des trônes qu'ils prétendaient détenir en fonction de leurs ascendants. Du côté des Visconti, et du côté des Visconti à Milan, et du côté des Anjou pour Naples. Voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous connaissez, il y a des batailles célèbres. 1515, la bataille de Marignan. C'est quand François Ier. Marignan, c'est rien d'autre qu'un quartier de Milan. La bataille de Marignan veut dire la bataille de Milan, tout simplement. Parce que souvent, tout le monde connaît la date, mais personne ne sait où est Marignan. C'est Milan. Ça va? Maintenant, vous le savez. D'accord? Voilà. Alors, il y a eu des défaites de part et d'autre. Comment dirais-je, François Ier était battu à la bataille de Pavie en 1525, il a dû renoncer à des territoires, il a été fait prisonnier, on a dû verser une rançon. Dès qu'il est sorti de sa prison, il a renié sa parole immédiatement. Bref, c'est, disons, à l'époque de Henri II que les choses vont se stabiliser. C'est vraiment à l'époque de Henri II que les choses vont se stabiliser, donc à l'époque de la paix du Cateau-Cambrésis. Voilà. Et la paix de Vervins de 1598 ne va pas changer grand-chose. Maintenant, on va passer au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle est sans doute la période qui est la plus connue de l'histoire de France, je crois, puisque c'est l'époque de Louis XIV. C'est l'époque de l'apogée de la monarchie absolue de droit divin. Alors, on va reprendre des choses dans l'ordre chronologique. Henri IV commence à régner en 1589
et il meurt en 1610, étant assassiné comme son prédécesseur, cette fois donc par François Ravaillac. Il était dans son carrosse, il était dans une petite rue de Paris, bon voilà, il était assassiné. Et il meurt, il faut donc organiser la régence, parce qu'à l'inverse de Henri III qui n'avait pas d'enfant, Henri IV, lui, avait 2 fils. Hein? Il avait Louis, qui va devenir roi sous le nom de Louis XIII, et il avait un autre fils, qui était Gaston, duc d'Orléans. Voilà. Il avait d'autres fils aussi d'ailleurs, hein? Il avait des bâtards et tout ce que vous voulez, le duc de Vendôme, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans toute cette histoire-là. En tout cas, il avait une descendance mâle, et donc tout à fait logiquement, c'était son fils qui avait 10 ans à l'époque, Louis, qui devait monter sur le trône. Sauf que quand on a 10 ans en France, on est roi, on peut régner, mais on ne peut pas gouverner. Il faut attendre d'avoir la majorité légale, et la majorité légale pour les rois est de 13 ans. Il faut 13 ans. Donc il devait attendre pour régner. Enfin, pour gouverner, plus exactement. Il n'avait pas la majorité. Donc, une régence a dû être organisée. Tout à fait logiquement, c'est la femme de Henri IV, donc Marie de Médicis, c'est plus Catherine cette fois, qui assume la régence. Louis XIII va se bagarrer plusieurs fois avec sa mère, mais enfin, c'est pas très original. Il va se bagarrer avec elle va être 2 fois exilée, parce que lui-même va avoir des favoris, voilà, qui vont mettre un petit peu de l'huile sur le feu dans l'affaire, et puis voulait son indépendance, qui est tout à fait logique. Alors, Louis XVI va gouverner à l'aide d'un ministre, d'un personnage politique essentiel dans l'histoire de France, qui est le cardinal de Richelieu. Le cardinal duc de Richelieu. Armand Duplessis, duc de Richelieu. Alors, Richelieu devient ministre, principal ministre donc, en 1624, et lui, on peut dire que c'est le vrai fondateur de la monarchie absolue de droit divin. Pourquoi? Parce que Henri IV, souvenez-vous, il a dû faire des compromis. L'édit de Nantes, c'est quand même pas tout à fait l'idéal pour un régime politique qui souhaite tout centraliser et ne voir qu'une seule tête parmi ses sujets, puisque parmi les sujets, il y avait des catholiques et des protestants. À cette époque-là, n'oubliez pas que la politique est très liée quand même à la religion. À l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment le cas dans nos pays. Mais à cette époque-là, suivant qu'on était protestant ou catholique, on était très clairement membre d'un parti, si vous voulez. On disait d'ailleurs le parti protestant ou le parti catholique. Pas au sens de parti organisé comme maintenant. On disait le parti, ça veut dire le clan des, le groupe des. Et Richelieu va commencer à démanteler l'édit de Nantes. Alors, comment va-t-il le démanteler? Il va le démanteler, évidemment, par ce qui est le plus dangereux pour la monarchie absolue. Alors, ce qui est le plus dangereux, c'est quoi? Mais c'est la clause numéro 2 que je vous ai citée tout à l'heure. C'est celle qui permet aux protestants d'avoir des forteresses à l'intérieur du royaume. Ça, c'est évidemment très dangereux, parce qu'il constituait un État dans l'État. Il pouvait être à l'origine de nouvelles guerres civiles. Et donc Richelieu va combattre les protestants, qui, eux, vont chercher le soutien des Hollandais, de l'Angleterre, surtout si vous avez lu Les Trois Mousquetaires, ça doit vous rappeler quelque chose. Évidemment, là c'est romancé, c'est sur des événements qui n'ont rien de réel, évidemment. C'est la reine de France, la femme de Louis XIII, qui est amoureuse du duc de Buckingham, qui est le premier ministre d'Angleterre à ce moment-là. Et alors, tout tourne autour des fameux ferrets de la reine. Donc, ce sont des diamants que Louis XVI, d'une manière perfide, lui demande de porter un certain soir pour une fête, alors qu'évidemment, c'est Richelieu qui lui a soufflé dans l'oreille de dire « Demandez-lui de porter », parce que lui, c'est ce qui se passe, évidemment, avec le duc de Buckingham. Et donc, c'est toute l'histoire des Trois Mousquetaires. Enfin, je ne suis pas là, il suffit de lire le roman. Mais, donc, dans le roman d'Alexandre Dumas, donc, le duc de Buckingham serait venu pour soutenir
les protestants de La Rochelle, en fait, simplement, parce qu'ils voulaient un débarquement pour, voilà, pour retrouver sa Lucine. Et, enfin, ça, c'est le roman d'Alexandre Dumas, bien sûr. Alors, il se fait que les protestants de La Rochelle vont être battus. Richelieu dirige lui-même en personne avec son armure, c'est un petit peu comme Jules II. D'ailleurs, il y a un tableau célèbre, on voit Richelieu au moment du siège de La Rochelle avec son armure. Richelieu donc défait les protestants, donc en 1628 et en 1629, il accorde la grâce d'Alès. Alès est une localité. Accorder une grâce, comme accorder une grâce à des prisonniers, c'est-à-dire permettant aux protestants, aux calvinistes de continuer à pouvoir exercer leur religion sans problème, mais en revanche, ils doivent désarmer et toutes les forteresses, toutes les places fortes des protestants en France doivent être rasées. Voilà. On va voir que Louis XIV ira encore plus loin avec la révocation des Dix Nantes, mais ça c'est beaucoup plus tard, en 1685. Alors Richelieu, toujours dans son projet de défendre cette monarchie absolue et donc d'éliminer tous les ennemis potentiels ou réels de cette monarchie, veut en finir une fois pour toutes avec les grands féodaux. Et c'est la raison pour laquelle il va faire raser tous les châteaux de l'intérieur de la France parce qu'ils n'ont pas de fonction défensive contre des ennemis extérieurs. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, c'est comme pour les protestants, que ces grands féodaux pouvaient continuer à susciter des révoltes dans leur province. Vous savez, ces grands féodaux, soit en Auvergne, en Anjou, en Provence, en Bourgogne, vous voulez, c'est un petit peu comme, je dirais, enfin, c'est une image, c'est une comparaison, mais à l'heure actuelle, vous savez que les chefs de parti doivent tenir compte de celui qui tient l'un de notre fief. En Belgique, Di Rupo, il n'a pas touché longtemps à Van Cohenberg, parce que sinon, c'est toute la région de Charleroi, le PS, le Parti Socialiste, qui risquait d'avoir des problèmes à la région de Charleroi. Même chose, pensez bien qu'ils n'osent pas trop toucher aux têtes de file du Parti Socialiste à Liège, d'Ardennes, etc. Ils font beaucoup de voix, et puis en plus ça, ce sont des chefs locaux, donc c'est l'équivalent de chefs féodaux. C'est la même chose. Mais quand le monarque se sent assez fort, Di Rupo n'est pas encore un monarque, jusqu'à l'heure actuelle, mais quand le monarque se sent assez fort, il peut commencer à décapiter. Et donc c'est ce qui s'est passé à l'époque de Richelieu. Si vous avez lu le roman d'Alfred de Vigny, Saint-Marc, c'est l'histoire d'un noble qui organise une conspiration donc en France et qui finalement finit décapité. Voilà. Ça va? Oui, Saint-Marc, ça s'écrit 5 mars. Ça va, il faut le savoir, c'est pas Saint-Marc à Venise, 5 mars. Ça se prononce Saint-Marc. Voilà. Bon. Alors, de quoi je pourrais encore vous parler? Donc j'ai parlé des problèmes de la religion, je vous ai parlé des problèmes avec la noblesse. Maintenant, il y a le problème également des parlementaires. Alors les parlementaires, c'est une troisième force qui pouvait s'opposer au roi. Les parlementaires, ce sont des magistrats. Alors qu'est-ce qu'on entend par parlementaire? Et ça, je vous ai déjà fait plusieurs fois le rappel dans des cours antérieurs. Parlementaire vient du mot parlement. Un parlement en France, ce n'est pas une assemblée législative comme en Angleterre à la même époque. Un parlement, c'est une cour supérieure de justice, donc c'est une cour d'appel. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, enfin, vous savez que c'est en tapant sur le clou que les choses finissent par entrer définitivement. Et donc les parlementaires, c'était des juristes qui appartenaient à ce qu'on appelle la noblesse de robe, qui s'étaient arrogés de droits, le droit d'enregistrement et le droit de remontrance. Le droit d'enregistrement, c'est lorsque le roi, qui était pouvoir exécutif, législatif et judiciaire tout ensemble, puisqu'il est monarque absolu, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, lorsque le roi publiait un édit, il devait, selon la tradition, en tout cas que c'était donné
les parlementaires, ils devaient le faire enregistrer. C'est-à-dire, il fallait que les parlementaires donnent leur accord. Ils acceptent qu'ils soient enregistrés, ça voulait dire donnent leur accord pour qu'ils soient publiés, placardés, si vous voulez, c'était dit. Même chose, les parlementaires, donc ces magistrats des cours supérieures de justice, donc de ces parlements, s'étaient arrogé également le droit de remontrance, c'est-à-dire lorsqu'un édit ne leur plaisait pas, eh bien, ils proposaient des amendements en disant, mais voilà, on est d'accord avec ça, mais sur ce point-là, il faudrait peut-être discuter un petit peu. C'est inacceptable, évidemment, dans le cadre d'un régime absolutiste. Eh bien, Richelieu va s'employer, effectivement, à confiner le pouvoir judiciaire, le pouvoir des magistrats, dans sa fonction judiciaire, justement, de telle manière qu'il ne s'occupe pas du pouvoir législatif. On va passer maintenant au pouvoir à l'époque de Mazarin et Louis XIV. Alors, Mazarin est le successeur de Richelieu. Richelieu meurt en décembre 1642. Louis XIII, lui, meurt en mai 1643. Et il faut donc trouver quelqu'un qui puisse prendre la relève. Alors, Richelieu, sur son lit de mort, propose son adjoint, Mazarin, qui n'est pas encore cardinal, mais qui va devenir bientôt, qui est un Italien, c'est Giulio Mazzarino, qui est un homme très rusé, un excellent diplomate, assez retors aussi, qui va gouverner de fait la France pendant la minorité de Louis XIV. Parce que quand son père meurt, Louis XIV n'a que 5 ans. Donc, de nouveau, problème de minorité. C'est seulement à 13 ans qu'on a la majorité légale pour devenir roi, pour gouverner. Il se fait que Mazarin va tellement bien tenir son rôle qu'il va gouverner la France de fait jusque quand Louis XIV aura 23 ans, non pas 13 ans. Voilà. Parce que quand il meurt en 1661, comment dirais-je, Louis XIV a donc 23 ans. Alors Mazarin, en 1643, se trouve devant une situation difficile. La régence va être assumée par la femme de Louis XIII, donc sa veuve, la mère de Louis XIV, qui n'est autre que Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, membre de la famille d'Habsbourg, bien entendu, comme la future femme de Louis XIV, Marie-Thérèse. Anne d'Autriche gouverne avec Mazarin, il va y avoir des gros problèmes aussi entre le fils et sa mère, et ça c'est presque une récurrence dans l'histoire de France à cette époque-là. Et on arrive à l'époque très troublée, 1648-1652, qui est la période de la Fronde, ou plutôt des frondes. Le terme fronde est au fond un sobriquet utilisé pour parler de la révolte, de la rébellion de deux groupes. D'une part, les parlementaires, et ensuite la haute noblesse contre l'absolutisme. Si l'on parle de fronde, c'est tout simplement parce que dans la rue, quand le peuple rouspétait, avec une fronde, il jetait des pierres contre les aristocrates, les maisons des aristocrates, ou contre la police. C'est ce que nous, on appellerait, à l'heure actuelle, une intifada. Parce que l'intifada, ça veut dire la fronde. Intifada, vous savez, c'est ces frondes utilisées, ces jets de pierre utilisés par les adolescents palestiniens contre les chars israéliens. C'est un petit peu ça, c'est une sorte d'intifada. Au niveau, en tout cas, de la symbolique, je dis bien. Mais dans les faits, il s'agit de tout à fait autre chose, puisque ce n'est pas du tout de la même catégorie de personnes dont il s'agit. Ici, il s'agit de deux hautes catégories de la population, les magistrats et les nobles. Or, les parlementaires, ils vous spectent pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Déjà, Richelieu, il leur avait refusé, souvenez-vous,
l'exercice du droit de remontrance et du droit d'enregistrement. Mais Mazarin voulait aller plus loin. C'est que Mazarin voulait supprimer l'hérédité de leurs charges. Alors là, ça les touchait directement dans leur chair. On se dit, comment ça se fait? Les charges étaient héréditaires, les charges judiciaires, mais les charges administratives et judiciaires étaient en effet, comment dirais-je, vendues aux plus offrants depuis le XVIe siècle. Depuis François Ier, on vendait les charges parce que ça rapportait de l'argent à l'État. Donc quand vous vouliez être fonctionnaire, il fallait acheter son emploi. On achète son emploi et on se dit, mais quel est l'intérêt? Quand on veut avoir un emploi, en général, c'est pour avoir un salaire. Oui, mais vous achetiez votre emploi, votre charge publique. Mais c'était vous qui touchiez, évidemment, tous les impôts, par exemple. Et vous ne versiez au roi que la somme qui était demandée par le royaume, par le roi, par l'État. Et la différence, c'était dans votre poche, bien entendu. Voilà. Et c'était pour ça que ces emplois étaient intéressants. Parce que vous achetiez votre charge, mais après, les revenus de votre charge étaient répartis d'une part entre celui qui vous l'avait vendu, c'est-à-dire l'État, et d'autre part, ça passait dans votre caisse personnelle. Donc c'était intéressant. Mais à côté de ça, il y avait l'idée qu'on pouvait transmettre cela moyennant finance à nouveau à ses enfants. Donc au moment de la succession, on pouvait racheter la charge de son père. Il y avait des droits qui s'appelaient la Paulette, par exemple, qui permettaient de racheter la charge de votre père. Donc, à partir du moment où les charges deviennent héréditaires, c'est aussi dangereux que d'avoir des protestants ou des nobles qui ont des forteresses à l'intérieur du royaume. C'est-à-dire que ces fonctionnaires constituent un État dans l'État, quelque part. Ils deviennent des privilégiés. Vous savez qu'en 1789, la demande essentielle, c'est effectivement qu'il y ait égalité de tous devant la loi, que tout le monde paye les mêmes impôts, etc., etc. Et donc c'est très important à ce moment-là, vous comprenez? Donc, Mazarin leur demande ça. Donc leur demande, leur refuse d'héréditer leurs charges, et que dorénavant, ils devront continuer à racheter. Donc la génération suivante, vous continuez à acheter, vous devez racheter la charge de votre père. Alors qu'avant, il suffisait de payer simplement quelques taxes de succession. Ça suscite une première révolte, ce qu'on appelle la fronde parlementaire, qui va bientôt être écrasée grâce au cousin du roi, qui est Louis de Condé, le grand général. Mais une fois la fronde parlementaire écrasée, il y a une autre fronde qui se développe, c'est la fronde des nobles. Alors là, ce sont des ducs, des comtes, mais vraiment des grands féodaux qui se lèvent contre le monarque, contre Mazarin surtout, et puis contre ce monarque qui n'est pas grand-chose à ce moment-là. Vous savez aussi qu'au moment de la fronde, Louis XIV, qui était encore adolescent, donc il avait un peu plus de 10 ans, 12 ans à ce moment-là, puisqu'il est né en 1638, Louis XIV. Donc la première fronde, donc entre 1638 et 1652, vous voyez, il est adolescent. Il a dû fuir à Saint-Germain. Et ça explique, entre autres choses, par la suite, dans la suite de son règne, le fait qu'il n'ait pas voulu vivre au Louvre. Pourquoi? Il se souvenait des événements de son enfance qui l'avaient traumatisé. Il n'aimait pas les Parisiens. Et c'est la raison pour laquelle il s'est installé à Versailles, à 20 km de Paris. Mais tout s'explique dans l'histoire. Voilà. Bon. Parce que je peux vous dire que Versailles, à l'origine, c'était un truc perdu, c'était un petit pavillon de chasse, mais il y avait des marais, c'était insalubre comme origine. Ce n'est pas vraiment une région propice pour établir un château avec les jardins tels qu'ils seront conçus plus tard. Alors, donc je vous parlais des deux fronts. Alors, on arrive maintenant 1661. Mazarin meurt, Louis XIV, effectivement, va exercer le pouvoir. On lui attribue une phrase bien connue, il est assez loin qu'il n'a sans doute jamais prononcée, mais qui résume en tout cas bien quelle était sa doctrine. Pour lui, il considère qu'il peut prendre la propriété de n'importe lequel de ses sujets, la confisquer sans aucun problème.
La liberté, c'est qu'il peut confisquer la liberté de chacun sans aucun problème. Il se considère comme un monarque absolu, de droit divin en plus, c'est-à-dire qu'il possède tous les pouvoirs. Il n'y a pas de distinction, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il faudra attendre les théoriciens dont je vous ai déjà parlé, comme Montesquieu, pour l'énoncer en 1748 très clairement à la suite de John Locke. Mais c'est seulement en 1789 que ça va être appliqué. Ça se trouve donc dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme qui précède la Constitution donc, de 1789. Alors, je vous parlais de Versailles tout à l'heure. Je voulais vous dire que Versailles, c'est tout d'abord un petit pavillon de chasse qui existait déjà depuis l'époque de Louis XIII. Louis XIV a décidé d'y construire un château, un palais. On dit château de Versailles, mais en fait c'est un palais, et d'y construire une magnifique propriété. Son objectif, c'était en fait d'éloigner la noblesse de ses terres d'origine de telle manière qu'elle ne puisse pas y fomenter des troubles, comme elle l'avait fait lors de la fameuse fronde nobiliaire, la fronde de la noblesse donc des années 1651. Il veut faire donc de Versailles, non pas une sorte de musée comme on l'a dit parfois, pour domestiquer la noblesse, c'est en tout cas les termes que l'on trouve généralement dans les manuels scolaires, et donc ce qu'il a fait c'est attirer la noblesse en l'attirant par des pensions, par des charges, en avivant son orgueil également, avec un cérémonial très compliqué où des tas de gens jouaient un rôle dans cette éternelle pièce de théâtre du matin au soir, puisqu'il y avait le lever du roi, il y avait le coucher du roi, il y avait le déjeuner, le dîner, etc. Et tout ça était fortement réglementé. Versailles, en fait, a été construit sur plusieurs dizaines d'années. Ça ne s'est pas fait tout seul. Quand il arrive justement à Versailles et qu'il commence à construire, donc aux environs de 1660, soit 1661, enfin dans cette décennie-là, il n'y a rien par définition, et c'est seulement après 1680 que le château commencera à être vraiment habitable. Voilà. Je ne vais pas revenir sur tous les artistes qui ont participé à la construction de Versailles, ils sont bien connus, le nôtre pour les jardins, Ronsard, le Brun pour les peintures, voilà. Alors Lully qui jouait le rôle de grand animateur de géo, comme on dit au Club Med, voilà, pour animer tout ça avec ses opéras d'origine italienne, c'est le grand opéra français classique qui se met en place à ce moment-là. Bon, je reviens pas là-dessus. Maintenant, je vais parler de choses peut-être un peu plus sérieuses et plus fondamentales, c'est l'organisation de l'État. Alors, l'État est dirigé par le roi et par le roi seul. Il est entouré de ministres et de secrétaires d'État. Ces ministres, il les désigne, lui, tout seul, puisqu'il n'y a pas, les États généraux ne sont pas réunis entre 1614, comme vous savez, et 1789. D'ailleurs, ce n'était pas le rôle des États généraux d'écouter les ministres non plus. Les parlements, en fonction judiciaire, je l'ai déjà expliqué aussi. Louis XIV n'a pas de Premier ministre, donc il n'a pas décidé de donner un successeur donc, à Mazarin. Louis XIV a pour principaux ministres, je ne cite que les principaux ici, tout d'abord un contrôleur général des finances, qui est une sorte de ministre des Finances. Quand il est arrivé au pouvoir, c'était d'abord Nicolas Fouquet, qui portait un autre titre, c'était surintendant général des finances et des bâtiments. Il va très rapidement être limogé au profit de son concurrent Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances, et Colbert va mettre au point un système, plutôt va développer un système qui existait déjà avant, qui est le mercantilisme. Mais à l'époque de Colbert, on va même parler même de colbertisme, parce qu'il va y mettre sa marque personnelle. Alors en quoi consiste le mercantilisme? Essentiellement à ne pas importer de produits de l'étranger, à exporter le
maximum, sauf des matières premières, mais certainement pas importer des produits finis. Il faut exporter des produits finis qui permettent d'avoir une grande plus-value, et il ne faut évidemment pas exporter ses propres matières premières. Donc il y a 4 conditions, l'objectif étant de disposer du maximum de numéraire, de métaux précieux, parce qu'à cette époque-là, on considère que la richesse d'une nation se considère à la quantité de métaux précieux qui se trouvent donc dans les caisses de l'État. Pour cela, il va développer un système de monopole privé et de monopole public. Parmi les monopoles publics, il y aura par exemple la factorerie des Gobelins. Il va également donner des monopoles à certaines industries à cette époque-là, ce qui évidemment contrevient tout à fait à ce qu'on appellera plus tard le libéralisme et le libre-échange, la libre concurrence. Il va également soutenir le développement des colonies. Il y aura des territoires en Amérique qui vont être découverts et colonisés. Je pense en particulier au Québec à cette époque-là. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle est créée la ville de Montréal, c'est-à-dire de Mont-Royal. C'est à ce moment-là également qu'un immense territoire qui part du golfe du Mexique et qui remonte jusque dans la région des Grands Lacs, la région du Mississippi, du Missouri, va être colonisée. On va l'appeler la Louisiane, du nom de Louis XIV. Voilà, ce territoire, les États-Unis en font l'acquisition donc au début du XIXe siècle en le rachetant donc, au premier consul, Napoléon Bonaparte. Il y a également des comptoirs et des colonies qui vont être créés dans les Antilles, en Guyane, au Sénégal, même en Inde, pour ne citer que quelques exemples. Là, au XVIIIe siècle, il faut savoir que la France possède un certain nombre de comptoirs, et j'en parlerai quand on parlera du XVIIIe siècle tout à l'heure. Bon, voilà. Alors maintenant, à côté de Colbert, vous avez également Louvois, qui est ministre de la guerre. Or, les guerres ont joué un rôle très important pendant tout le règne de Louis XIV. Une première période qui est une période plutôt glorieuse, je dirais, entre 1667 et 1689, où Louis XIV, grâce à différents moyens, va acquérir des territoires. Je pense aux chambres de réunion et à la guerre d'évolution. Ce sont des territoires qui, en Brabant, en Flandre, en Alsace, vont être réunis à la couronne de France, pour des raisons juridiques que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Il va se battre également contre les Provinces-Unies, ce qu'on appelle les Pays-Bas maintenant. Il va même prendre Maastricht à un moment donné. Et donc, ce siècle va être extrêmement douloureux pour nos provinces, parce que c'est évidemment la future Belgique qui va se trouver entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire entre les Provinces-Unies et la France d'autre part. La deuxième période du règne de Louis XIV, 1689-1715, est une période où Louis XIV va être souvent défait par des coalitions de princes allemands, des Provinces-Unies, du roi d'Angleterre, par exemple. C'est l'époque où il y a le fameux duc de Marlborough. Vous savez que les Français prononcent très mal l'anglais, donc Marlborough, ça va devenir Malbrook. Malbrook s'en va en guerre est une chanson qui a donc été chantée par les soldats français au début du XVIIIe siècle. Il y a des faits des troupes de Napoléon à Malplaquet, à Ramilly, par exemple. Donc vous voyez, c'est toujours en Belgique que tout... la Belgique était vraiment un terrain de combat extrêmement important à cette époque-là. Encore au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, pensez tout simplement en 1815, la bataille de Waterloo. Cela va de soi. Alors, voilà, ce sont les deux principaux ministres. Il y en a d'autres, il y a le Tellier, par exemple, il y a Lyon aussi. Mais je ne vais pas m'attarder sur eux. Alors, maintenant, pour gouverner, Louis XIV va mettre en place, et ça va vous rappeler des choses que je vous ai bien dit déjà pour l'Antiquité, pour l'époque carolingienne, un double système. Les gouverneurs militaires sont des nobles, mais ce sont des nobles que Louis XIV fait venir à Versailles.
Donc ils sont loin de leur province et donc ils ne sont pas une menace pour l'État. En revanche, il va désigner, nommer des intendants qui sont révocables à tout moment, qui sont temporaires et qui doivent tout au roi et qui eux ne sont pas nobles ou bien ce sont des petits nobles. Ces intendants sont les ancêtres directs des préfets, hein, qui vont être mis en place au moment de la Révolution française. Et ces intendants, hein, ont autorité en matière de finances, en matière de police et en matière, j'ai dit, finance et de justice. Autrement dit, ils sont les délégués directs du roi dans les provinces. Voilà, ils étaient là pour doubler en fait les gouverneurs qui n'avaient plus qu'une fonction militaire, et de toute façon, eux vivaient à Versailles. Ces intendants vont jouer un rôle très très important. Très très important. Voilà. On va passer maintenant au XVIIIe siècle. Alors le XVIIIe siècle, lui, est marqué tout d'abord au début du XVIIIe siècle par le décès de Louis XIV. Je vous ai dit que les 20 dernières années de la, comment dirais-je, du règne de Louis XIV vont être marquées par des défaites, hein, par des coalitions contre la France. Louis XIV va perdre une grande partie de ses territoires. Lors de la paix d'Utrecht en 1713, tout est remis sur la table. C'est à ce moment-là qu'un grand traité international concernant presque la plus grande partie des puissances européennes, en tout cas d'Europe occidentale et centrale, vont intervenir. Et finalement, l'Angleterre, qui ne cherchait pas des territoires, mais veillait surtout à éviter la prépondérance d'une puissance, ce qu'elle va faire d'ailleurs au XIXe siècle et même au XXe siècle, hein, va essayer de freiner évidemment les ardeurs de la France. C'est comme ça qu'il y a des troupes anglo-bataves qui vont être installées dans des forteresses en Belgique pour freiner les avances potentielles des Français. Au XVIIIe siècle, maintenant, donc Louis XIV meurt, c'est son arrière-petit-fils Louis qui lui succède, Louis XV. Pourquoi arrière-petit-fils? Parce que le fils de Louis XIV est mort en 1711, son petit-fils est mort en 1712, hein, et donc en 1715, quand il meurt en septembre 1715, ben voilà, il faut aller chercher encore plus loin, et donc c'est son arrière-petit-fils Louis qui monte sur le trône en tant que Louis XV. Évidemment, il a 5 ans, on sait bien, c'est son arrière-petit-fils. De nouveau, une régence se met en place. Cette régence, cette fois-ci, n'est pas assumée par une femme, elle est assumée par le neveu de Louis XIV, qui était un homme d'un certain âge, hein, près de la soixantaine, hein, 55 ans, quelque chose comme ça, en tout cas. Alors, Louis XIV est mort à 78 ans, hein, pas oublier, hein, il a eu un règne très long, 73 ans. Alors, le régent Philippe d'Orléans, qui était le fils du frère de Louis XIV, hein, va gouverner pendant 8 ans avec l'abbé Dubois et le cardinal Dubois. C'est une époque de relâchement total au niveau des mœurs après les rigueur de la fin du règne de Louis XIV. Hein. Versailles, c'était devenu vraiment un endroit où il y avait beaucoup d'hypocrisie, on n'osait plus rien faire du tout, parce que Louis XIV était bien tenu en main par sa femme, sa deuxième femme, Madame de Maintenon, hein, un mariage morganatique. Et, comment dirais-je, l'époque de la Régence est connue comme une époque de dévoiement, débordement, etc. Toutefois, l'abbé Dubois, comme son successeur, le cardinal de Fleury, une fois qu'il sera mort, ainsi que le régent sera mort, vont, comment dirais-je, essayer de maintenir de bonnes relations avec l'Angleterre. Ils vont essayer de maintenir de bonnes relations avec l'Angleterre. L'abbé Dubois va quand même récupérer, comment dirais-je, le désastre de la faillite du banquier écossais John Lass. Lass, ça s'écrit L-A-W. En écossais, ça se prononce Lass. En anglais, on dirait Low, mais c'est Lass en fait. Hein. Qui avait, comment dirais-je, sorti ce qu'on pourrait dire un peu les premiers billets de banque, si vous voulez, en France, hein, mais qui était garanti en fait par les dividendes d'une société en Louisiane
Alors ça fait faillite parce que les premiers dividendes arrivés après la première année étaient nettement insuffisants par rapport à ce que les actionnaires, si vous voulez, étaient en droit d'attendre, et donc ce système a foiré. Il faudra le attendre à la Révolution française pour avoir les assignats, qui eux seront garantis par la vente des biens du clergé à la bourgeoisie essentiellement. Voilà. Si pour le reste ce sera une monnaie métallique en France jusqu'à la Révolution française. Donc le régent meurt en 1723, donc à 13 ans, Louis XV règne vraiment, mais il gouverne avec un Premier ministre, qui est le cardinal de Fleury, qui a une attitude plutôt pondérée. La France est relativement prospère à ce moment-là, mais de nouveau, les guerres vont reprendre très rapidement. Guerre de succession d'Autriche, 1740, 1748, il y avait eu également la guerre, il va y avoir également la guerre de succession de Pologne. Et puis, Louis XV, qui est en fait un homme d'État pas très, comment dirais-je, pas très scrupuleux, qui est relativement paresseux, ça n'a pas été un grand homme d'État. Autant Louis XIV, c'était quelqu'un qui se levait très tôt le matin, qui travaillait tout le temps, qui était un homme, un but de sa personne, très orgueilleux, mais qui travaillait tout le temps. C'était un grand travailleur, Louis XIV. Louis XV, pas du tout. C'est un homme très paresseux, qui ne tient pas compte des avis d'hommes politiques, d'hommes d'État importants comme Choiseul et comme d'Argenson, et qui s'est assez influencé par sa maîtresse, Madame du Barry, et surtout la marquise de Pompadour. Louis XV va se lancer aussi dans des guerres où il ne va rien gagner, il va perdre beaucoup, mais il ne va rien gagner. À un moment donné, on va dire qu'il s'est battu pour le roi de Prusse, en particulier lors de la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai vraiment pas le temps. Il y a eu un retournement des alliances. À l'origine, la France était contre l'Autriche, puis et pour la Prusse, et puis finalement, elle se met contre la Prusse, et l'Angleterre est du côté de l'Autriche. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Il se fait que la France va perdre une grande partie de ses territoires. Elle va perdre à ce moment-là, tenez-vous bien, quand même, le Québec. Le marquis de Montcalm, qui était gouverneur, perd. Elle va perdre également la plupart de ses territoires en Inde. Là, c'est Duplex, face à Clive, l'anglais, et la France n'a plus gardé que 5 comptoirs, jusqu'à l'indépendance en Inde. Donc en 1848, il y aura entre autres Chandernagore, vous voyez peut-être, Pondichéry, Mahé, etc. Enfin, Carical, il y avait 5 comptoirs français encore en Inde, jusqu'il y a 50 ans. Il faut savoir, jusqu'il y a une bonne 50 ans, 60 ans, il y avait encore 5 comptoirs en Inde. C'est comme ça que vous pouvez voir dans les musées français les Indiens. Vous dites, mais tiens, les Indiens, c'est plutôt l'Angleterre. Mais non, ils parlent français. Et à Pondichéry, vous avez encore des rues où c'est marqué en français rue un tel, à Pondichéry, sur la côte sud-est de l'Inde. Voilà. Et il perd également le Sénégal, enfin des territoires qui se trouvent là, et quelques territoires dans les Antilles. Bref, c'est pas une bonne affaire. Et la France va prendre sa revanche. Ça, on verra ça l'an prochain, au moment de l'indépendance des États-Unis, puisque Louis XVI va soutenir les insurgés américains à partir de 1773. C'est Lafayette, Rochambeau qui partent soutenir les insurgés américains contre l'Angleterre. Louis XVI leur apporte un encadrement, comment dirais-je, logistique. Il les aide sur le plan financier, et c'est comme ça que le traité de Versailles, le traité de Versailles, plusieurs traités à Versailles, le traité de Versailles de 1787 oblige l'Angleterre à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Et donc la France avait eu le dernier mot 2 ans avant la Révolution française. Voilà. Alors je me propose de terminer ici l'exposé. Louis XVI, on verra ça l'an prochain. Malheureusement, je manque de temps, je vais découvrir comme d'habitude. Je me propose donc à vous présenter un certain nombre de livres. Alors, tout d'abord de Roland Mounier, un exposé général sur la monarchie absolue du 5e siècle à nos jours, vous voyez, très large, aux presses universitaires de France. Alors, 2 ouvrages dirigés par Gaston Zeller, L'étang moderne de Christophe Colomb à Cromwell, et d'autre part le second de Louis XIV à 1789, où
vous verrez beaucoup plus en détail tout ce que je vous ai expliqué sur la politique étrangère de la France, dont je n'ai pas pu vous parler ici, aux éditions Hachette. Alors, pour comprendre le fonctionnement de l'État français d'une manière générale et le replacer dans le concert des États de l'époque et en essayant de comparer le fonctionnement de la monarchie absolue de droit divin en France par rapport aux Provinces-Unies, à l'Angleterre, voire à l'Inde, à l'Empire ottoman ou à la Chine, vous prenez Georges Durand dans la collection U chez Armand Collin. Donc vous avez un exposé de tous les régimes politiques au temps moderne, y compris en Orient, avec des textes. Alors, comment ils s'appellent ceux-là? C'est Villard et Cabourdin. C'est pas mis sur la page de titre, mais enfin, c'est Villard et Cabourdin. Un lexique historique de la France de l'Ancien Régime. Alors là, c'est vraiment un lexique. Vous avez une description, une explication de toutes les institutions à l'époque, de tous les mots-clés. Qu'est-ce que c'est qu'une paroisse? Qu'est-ce que c'est qu'une seigneurie au XVIIe siècle, par exemple? Alors, publié sous la direction de Favier, le tome 3 de la France moderne de Jean Meillet, qui était prof à la Sorbonne, donc c'est l'histoire de France, 16e, 18e siècle. Alors, les institutions de la monarchie française au temps moderne, sous la direction de Bernard, enfin pas sous la direction, sous la plume de Bernard Barbiche, qui était professeur à l'École des Chartes à Paris, de Pierre Goubert, un ouvrage excellent, s'il y en a un qu'il faut bien lire, c'est celui-là, de Pierre Goubert, l'Ancien Régime, tome 2, les pouvoirs. Lorsqu'on étudiera la société, parce qu'il y aura une deuxième leçon sur la France, mais du point de vue économique et social, aujourd'hui on a vu la France du point de vue politique. Tout ce qui est la vie quotidienne des gens, ce sera l'objet d'une autre leçon. Vous prenez donc cet ouvrage publié chez Armand Collin. Ensuite, de Denis Richet, La France moderne, l'esprit des institutions. Alors c'est un ouvrage de haute volée, très intéressant. Ouvrage très facile, Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime, de Vincent Millot, chez Nathan, un petit ouvrage qui ne coûte pas cher, voilà, 3,50 €. Ça se lit facilement, mais c'est vraiment un manuel de base. Vous savez, un ouvrage plus intéressant, mes yeux, L'absolutisme en France, dans la collection Point, au Seuil. Alors là, il s'agit de tout un dossier pour savoir vraiment sur ce qu'on entendait par absolutisme. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé longtemps? Beaucoup d'historiens maintenant ne parlent plus de monarchie absolue de droit divin, mais les historiens qui sont vraiment spécialistes de cette période parlent plutôt de monarchie administrative. Parce que la monarchie mise en place par Louis XIV, c'est celle qui existe en France toujours à l'heure actuelle, avec centralisation des pouvoirs. Le sommet évidemment de cette centralisation des pouvoirs, c'est l'époque jacobine, 1792-1794 en France. Et je crois que Sarkozy s'inscrit tout à fait dans la lignée de cet absolutisme. Et d'ailleurs, la politique qu'il pratique n'est pas tellement du libéralisme, c'est plutôt du colbertisme, si vous voyez bien les choses. C'est un mélange des deux en tout cas. Alors, de François Buch, L'Ancien Régime, Institutions et Société, livre de poche. D'Emmanuel Leroy-Ladurie, en pluriel chez Hachette, L'État royal 1560-1610. Prof au Collège de France. Alors, La France du beau XVIe siècle, chez Fayard, de Bernard Quillet. Alors là, c'est à la fois de l'histoire politique, mais surtout l'histoire économique et sociale. De Jeannine Garrison, Royaume, Renaissance et Réforme, 1483-1559, en point histoire. La suite de ce livre-là, toujours de la même, Jeannine Garrison, Guerre civile et compromis, 1559-1598. Alors, de la même toujours, Les protestants au XVIe siècle chez Fayard, en France, je dis bien. Alors, d'Arlette Joanna, Le devoir de révolte, la noblesse française et la gestation de l'État moderne, 1559-1661 chez Fayard. Vous voyez, ce sont tous les thèmes que j'ai abordés dans mon exposé. Alors, de Robert Mandrou, La France au XVIIe et XVIIIe siècle, Nouvelle Clio. d'Yves-Marie Bercé, La naissance dramatique de l'absolutisme, 1598-1661, donc de l'édit de Nantes jusqu'à l'avènement de Louis XIV, en tant que roi gouvernant seul en tout cas. Alors, de Leroy-Ladurie, déjà cité l'Ancien Régime, 1610, donc de la mort d'Henri IV, 1715 jusqu'à la mort de Louis XIV. Et puis alors, le suivant, 1715-1770. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté à 70, parce que Louis XVI
règne à partir de 1774. Alors, voilà, il fallait que ça devait arriver. De Joël Cornette, l'absolutisme et lumière, 1652-1783, chez Hachette. La frange de Richelieu, Michel Carmona, chez Fayard. Pouvoir et fortune de Richelieu, de Joseph Berguin, pluriel, collection plurielle. Alors, une biographie très bien faite de Pierre Houbert, qui était vraiment le grand spécialiste du XVIIe siècle, et Mazarin, chez Fayard. Alors, sur les troubles à l'époque de la Fronde, un auteur contemporain, Mémoire du cardinal de Retz, je n'ai apporté ici que le tome 1, c'est superbement écrit, et il explique lui-même ce qu'il a vécu lui-même. Il était le coadjuteur de l'archevêque de Paris pendant la Fronde. Mais il a joué un rôle lui-même du côté des frondeurs. Hein. Alors, de Nicolas Fouquet, Daniel Dessert, chez Fayard, n'osez pas être Fouquet, le surintendant général des finances et des bâtiments, au début du règne de Louis XIV. Le siècle de Louis XIV d'Hubert Métivier, très bien en que sais-je, comme tous les que sais-je, très succinct, très pédagogique. Alors, un ouvrage plus dense de Robert Mandrou, hein, Louis XIV en son temps, dans la collection Peuple et civilisation. C'est pas seulement Louis XIV, hein, en fait, c'est également l'histoire des nations à la même époque. Un grand classique d'Ernest Lavis, Louis XIV, dans la collection Bouquins. Voilà, c'est un gros livre qui a plus de 100 ans, mais superbement écrit et très bien documenté pour l'époque. De Louis XIV, de François Bluch, Louis XIV, collection plurielle, chez Hachette. Un petit livre que je vous conseille, qui est destiné théoriquement aux enfants, mais ce n'est pas pour les enfants, c'est très bien pour vous. Hein, Louis XIV expliqué aux enfants, hein, au seuil, c'est très bien fait, par un grand spécialiste. Alors, de Daniel Dessert, 1661, Louis XIV prend le pouvoir, naissance d'un mythe, édition complexe. De Pierre Houbert, déjà cité, L'avènement du roi Soleil, 1661. Ça avait été publié d'abord dans la collection Archives, chez Julliard. Louis XIV et 20 millions de Français. Donc maintenant, vous connaissez le nombre d'habitants à l'époque de Louis XIV. 20 millions. On en parlera dans 15 jours. Hein, au moment de la Révolution française, il y a 28 millions de Français. Maintenant, 64. Hein, on a eu les chiffres tout à fait récemment. Alors, Louis XIV, de Yves-Marie Bercé, dans la collection Idées reçues, vous savez, il y a une trentaine de questions, et à chaque fois des réponses simples qui sont posées à des questions soi-disant naïves. Alors, le jansénisme, oui, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais je vous en ai parlé la fois passée, de Louis Cognet. Hein, les jansénistes étaient opposés à la monarchie absolue. En que sais-je? Alors, un beau texte, sous une forme abrégée, parce que chez moi j'ai les 12 volumes. Hein. Ici, c'est les Mémoires du duc de Saint-Simon, c'est la version abrégée en 1018. Saint-Simon était un duc, donc un père du royaume, qui était un écrivain superbe, il était lui-même difforme, et il a tout observé un petit peu comme la Bruyère, vous savez, dans ses caractères. Et décrit vraiment tout ce qui se passait à la cour. Le siècle de Louis XV d'Hubert Métivier, et pour finir, dans la collection L'Histoire, c'est le numéro 2, donc c'est un vieux machin, juillet 1998, Versailles, le pouvoir et la pierre. Et je vais vous demander peut-être de regarder. Ici, vous avez donc le palais de Versailles, avec les grands jardins que vous trouvez derrière. C'est typique de l'architecture classique. Les jardins sont tout à fait classiques, très géométriques. Hein, vous voyez qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'on appelle les jardins à l'anglaise. Hein, alors les jardins à l'anglaise, là au contraire, c'est plutôt romantique à partir du XVIIIe siècle. J'ai dit.